commencer maintenant. C'est bon pour les participants, il y a encore assez de place. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième séance, cette deuxième session de série de webinaires sur Revit encore. Revit, c'est toujours le logiciel qui intéresse le plus de personnes, où il y a beaucoup de sujets à traiter, beaucoup de trucs et astuces à voir et à revoir. Et donc, on va continuer un peu sur une série de webinaires sur Revit, mais bien sûr, on ne va pas se limiter à Revit, on va enchaîner avec d'autres logiciels, d'autres solutions Autodesk qui peuvent intéresser un public spécifique, mais qui sont toujours, on va dire, bons à connaître, même si ce n'est pas une spécialité. Au moins savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur ces solutions-là. Donc, dans ce webinaire-là, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir un objet qui est très intéressant sur Revit, qui existe depuis plusieurs versions déjà, et qui s'appelle les pièces. Bon, je sais qu'il y a plusieurs objets qui se ressemblent, les pièces, les zones, les surfaces. C'est presque le même type d'objet, sauf que les paramètres et les propriétés derrière, elles changent selon la fonction. Bon, les surfaces, c'est des objets qui restent en 2 dimensions, qui vont juste nous donner des informations en 2D. Donc, les pièces, c'est un volume 3D qui va remplir, comme son nom l'indique, une pièce dans notre bâtiment. Les zones, c'est plus pour usage technique CVC, donc tout ce qui est chauffage, ventilation, climatisation. Donc, les propriétés sur les zones sont plus adaptées aux disciplines CVC que l'architecture par rapport aux pièces. Et donc, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'objet pièce. Mais on va voir que certains paramètres qu'on va voir aujourd'hui sont partagés entre pièces, zones et aussi surface. Donc, si on comprend l'un des trois, on peut comprendre les deux autres. Donc, ce n'est pas un problème ou si on veut voir juste les pièces. Donc, les pièces, c'est un objet, on va dire, architectural. Donc, on retrouve dans l'onglet architecture, groupe de commandes, pièces et surface, ici. Et on a les commandes pour les pièces. C'est ce qu'on voit ici. Donc, on a 3 commandes et on a des paramètres à régler aussi, qu'on va voir par la suite. Donc là, j'ai un modèle que j'ai préparé spécialement, bon, qui était déjà préparé par d'autres personnes, qu'on va utiliser pour cet exercice d'aujourd'hui, pour mettre en place les pièces. Il faut savoir que les pièces, c'est un objet qu'on ne peut pas dessiner, qu'on ne peut pas, on va dire, esquisser. Donc, c'est un objet qui détecte automatiquement les bordures et s'insère automatiquement. Donc, on ne peut pas, contrairement à d'autres logiciels, on ne peut pas dessiner le contour de la pièce et dire que ça, c'est une pièce. Donc, le logiciel, il va automatiquement chercher des contours et mettre la pièce à l'intérieur. Alors, si je lance la commande pièce ici, comme on peut le voir, il y a plusieurs paramètres à voir, à vérifier. Donc, la première des choses qu'on veut savoir généralement lorsqu'on va mettre en place une pièce, c'est les limites, on va dire les éléments qui vont limiter ma pièce. Donc, il y a une commande qui est très intéressante sur Revit, lorsqu'on lance la commande pièce, qui permet de mettre en surbrillance les limites des pièces. Donc, c'est la commande qu'on est en train de voir ici, mettre en surbrillance les limites. Donc, quand je lance cette commande-là, et qui est uniquement disponible lorsque je lance la commande pièce, parce que si je quitte par exemple la commande pièce, là, je ne vois rien. Donc, même si je passe sur l'onglet modifié, il n'y a rien. Donc, c'est un onglet contextuel spécifique à la commande pièce, à l'objet pièce en lui-même. Donc, quand je lance la commande pièce, j'ai ici un bouton « Mettre en surbrillance les limites ». Quand je lance cette commande-là, donc je vois les limites qui sont en surbrillance en bleu dans tout mon projet, dans toute ma vue en plan. Bon, à savoir, c'est la vue en plan level 1, ici, c'est le premier niveau. Et pendant ce mode-là, je ne peux pas insérer de pièces, je ne peux pas lancer d'autres commandes. Vous voyez, toutes les commandes sont grisées. Et j'ai un message d'avertissement qui est en bas qui me dit que les éléments de délimitation sont en surbrillance. Donc, comme ça, je suis en train de voir. Si jamais j'insère une pièce ici, voilà les éléments qui vont limiter ma pièce. Je les vois en orange. Bon, en fait, c'est des éléments en bleu avec des bordures en orange qu'on est en train de voir ici. Voilà.
C'est pour ça que quand je dézoome sur cet élément-là, on le voit presque en orange. Donc là, pour revenir au mode d'insertion de pièces, je dois juste cliquer sur le bouton fermé ici et je reviens. Et donc là, j'ai vu que j'ai des bordures, j'ai des limites pour insérer la commande pièce. Donc je reviens juste sur la commande pièce ici encore une fois. Et là, je peux insérer ma pièce. Alors, les paramètres qu'il faut vérifier déjà, c'est les contraintes. Donc là, elle va s'insérer au niveau 1. Puisque j'ai dit tout à l'heure que la pièce, c'est un volume 3D, donc elle a des bordures sur la vue en plan que j'ai vu tout à l'heure, mais elle a aussi des bordures en hauteur. Donc le niveau de base, c'est le niveau 1, et je peux très bien choisir une limite supérieure qui est par exemple le niveau 2, avec un décalage ou sans décalage. Attention, si par exemple, je garde le paramètre niveau 1, ça veut dire que c'est sur le même niveau, mais avec un décalage, donc j'aurai une pièce de hauteur de 3048 mm, donc 3,04 m. Mais si je spécifie par exemple ici niveau 2, level 2, donc j'aurai la hauteur entre les deux niveaux plus ce décalage-là. Donc ça va faire plus que 3000 mm. Donc ça va faire plus que ça. Donc si je change par exemple la limite supérieure au niveau 2, donc je dois retirer cette valeur-là et mettre un 0. Donc c'est très important. Donc ça, c'est une première chose. Mais il faut savoir que si jamais j'ai une dalle au niveau supérieur ou un faux plafond par exemple, c'est cet élément-là qui va limiter la pièce, quelle que soit la hauteur que j'ai spécifiée ici, quel que soit le niveau que j'ai spécifié ici. Donc, il faut savoir que les pièces sont limitées par des murs, des poteaux architecturaux, des dalles, des toitures et des faux plafonds. C'est les éléments qui limitent ma pièce dans Revit. Alors là, j'ai spécifié niveau 2, donc dans mon modèle, je n'ai pas vraiment d'éléments au niveau supérieur. Et donc là, je vais juste garder level 2 comme limite supérieure sans décalage. Quand je vais commencer à parcourir, ou là, on va dire, survoler ma vue en plan, je vois un symbole qui se balade avec mon curseur. Donc, chaque fois que je vais à l'intérieur d'un espace fermé qui constitue une pièce, je vois que le marquage en forme de croix se limite à cette pièce-là. Donc là, je vois cette pièce-là. Donc là, c'est un aperçu des pièces sur lesquelles je vais travailler. Un truc qui est très intéressant ici, c'est que par exemple, je peux spécifier ici l'orientation de l'étiquette, donc horizontale, verticale ou modèle. Donc je peux choisir directement horizontale. Si je choisis verticale, donc par défaut, l'étiquette de la pièce est insérée en verticale et pas en horizontale. Bon, juste entre parenthèses, pour les questions, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans la partie QR, donc questions-réponses, vous pouvez voir. Je ne pourrai pas y répondre juste parce que sinon ça va découper un peu le webinaire, mais il y aura toujours une session de questions-réponses à la fin sur laquelle je pourrai revenir sur toutes les questions qui ont été posées. Donc là, pour revenir à ce que je disais, donc je peux changer l'orientation de l'étiquette entre horizontale, verticale et modèle, mais je peux très bien, en insérant l'étiquette par exemple comme ça, en survolant une pièce, une délimitation de pièce, avant de l'insérer, je peux très bien appuyer sur le bouton espace sur mon clavier et ça fait une rotation. Donc là, c'est très intéressant, ça me permet de faire des rotations entre horizontale et verticale. Donc vous voyez même le paramètre ici en haut, il change automatiquement. Donc là, horizontale, espace, vertical. Ce qui est même très, très intéressant, c'est que ça suit l'orientation des éléments qui délimitent ma pièce. Donc là, par exemple, c'est des éléments qui sont inclinés. J'appuie sur espace. Donc, ça me fait horizontal, vertical. Si je veux suivre cette orientation, je dois changer vers modèle. Et donc là, vous voyez que ça tourne par rapport à ces limites-là. Donc, c'est ça l'utilisation de la troisième option modèle ici. Moi, je choisis modèle. Et quand j'appuie sur espace, avant d'insérer la pièce en question, donc je vois que l'étiquette, elle tourne par rapport à l'orientation des éléments délimitants. Donc, même si je viens, par exemple, ici, dans cet élément curviligne, en forme d'arc, donc vous voyez que même l'incrément d'angle, il change parce que c'est des éléments curvilignés. Donc, chaque fois, il va chercher perpendiculaire par rapport à cet arc-là, et il va commencer à incrémenter. Donc, ça, c'est des options qui sont très intéressantes pour orienter l'étiquette avant même de l'insérer. Bien sûr, on peut faire ça après, mais c'est plus intéressant de le faire avant carrément d'insérer l'étiquette. Donc, à chaque fois que je me mets sur un espace,
un espace délimité, donc je vois déjà comment je peux orienter mon étiquette. Et enfin, bon, je peux très bien insérer un repère. Donc, si je veux, par exemple, j'ai un espace très très petit dans lequel je vais insérer cette pièce-là et je veux que l'étiquette soit à l'extérieur, je peux très bien choisir l'option repère, on va voir par la suite, et je peux sortir l'étiquette avec un repère qui me marque, par exemple, cette pièce-là. Et enfin, cette option-là qui est le choix de type de pièce, soit des pièces nouvelles, soit des pièces existantes. On va voir par la suite comment on pourra utiliser ce paramètre-là. Donc, bien sûr, je peux ne pas choisir d'insérer des étiquettes à l'insertion. Ce n'est pas conseillé parce que si j'insère une pièce comme ça, sans étiquette, ce n'est pas évident de la reconnaître déjà visuellement, qu'il y a une pièce qui est insérée dans cet espace-là. Et aussi, ça va être pénible de sélectionner. On va voir par la suite comment on peut afficher cet élément-là en forme de X, en forme de croix. On peut l'afficher. C'est juste un réglage d'affichage de l'objet pièce. Mais malheureusement, je ne peux pas reconnaître quelle pièce, c'est quoi le nom de la pièce, c'est quoi le numéro. Je ne peux pas la reconnaître et ça peut me mener vers l'insertion de pièces en double sur le même espace. Donc ça, c'est pas intéressant. Même si le logiciel peut m'avertir, on va voir ça tout à l'heure. Donc là, je coche l'option par défaut qui est déjà cochée, qui est l'étiquette à l'insertion. Comme ça, je peux voir l'étiquette avant l'insertion. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le nom. Donc là, je vois déjà l'aperçu ici, c'est qu'il me marque comme nom pièce. Ce n'est pas un nom qui est imposé, c'est un nom qu'on peut changer dans les paramètres avant même d'insérer l'étiquette. Donc je peux très bien venir ici changer le nom. Par exemple, au lieu de mettre pièce, je vais mettre par exemple bureau. J'appuie sur entrée et là, le nom c'est bureau au lieu de pièce. Donc là, si je veux par exemple insérer ici, je positionne le curseur. En l'occurrence, je positionne l'étiquette et je clique. Et j'insère une pièce qui s'appelle bureau 1. Quand je clique sur le bureau à côté, par exemple comme ça, donc déjà remarqué que le logiciel me propose des alignements par rapport à l'étiquette existante. Comme ça, je peux garder un alignement par rapport à toutes les étiquettes. Et là, j'insère et il incrémente le numéro en 2. Donc là, bureau 3, par exemple. Et là, par exemple, bureau 4. Donc, si j'ai envie de changer, par exemple, ça, c'est une salle de conférence, je vais appeler salle de conférence. Conf tout court, par exemple. Et je viens l'insérer ici. Donc, je garde toujours l'orientation modèle et j'appuie sur espace. Et je peux insérer salle de conférence. Bien sûr, le numéro, il ne va pas se réinitialiser parce que c'est une incrémentation qui est continue. Parce que c'est un identifiant unique à chaque pièce. On va voir par la suite. Donc, là, juste pour revenir à l'orientation originale, voilà. Maintenant, je vais juste utiliser notre commande qui me permet d'insérer des pièces automatiquement. Donc, c'est la commande qu'on peut voir ici. Donc, si je clique sur cette commande-là, il va automatiquement insérer des pièces dans toute cette vue en plan. Et là, c'est très intéressant. Si j'ai par exemple le même type de pièce que je vais insérer dans toute la vue en plan et je n'ai pas en changé de nom, par exemple. Donc, si par exemple là, je vais juste revenir et je vais lui dire par exemple pièce, juste comme ça, pour revenir à la nomenclature précédente. Et je viens ici, je clique sur placer des pièces automatiquement. Donc, il m'a dit 26 pièces ont été créées automatiquement. Donc là, ça m'a rempli le reste des espaces qui n'ont pas de pièces avec des pièces. Il va toujours garder le nom pièce et il a incrémenté le numéro. Il a continué par rapport au numéro que j'ai choisi tout à l'heure et il continue automatiquement. Donc là, j'ai inséré toutes les pièces. Remarquez que quand j'ai quitté la commande pièce, je ne vois plus de... Tout à l'heure, on voyait très bien une sorte d'hachure solide, transparente, dans les pièces que j'ai insérées. Donc là, je ne les vois pas, je vois juste l'étiquette. Et rappelez-vous, tout à l'heure, je disais, si on n'avait pas inséré d'étiquette, ça aurait été difficile de repérer les pièces. Donc là, quand je commence à survoler ces pièces-là, donc déjà en survolant cette pièce-là, par exemple, je peux très bien voir la forme de croix qui me désigne la pièce. Donc quand je clique sur la croix, je suis en train de sélectionner la pièce. Et si je clique sur le texte en question, je sélectionne l'étiquette. Donc il faut faire une distinction. Donc l'étiquette, c'est un objet à part
et la pièce est un autre objet. Bien sûr qu'ils sont liés entre eux par des paramètres gérés par la famille de l'étiquette, et aussi par la famille pièces. Donc là, je peux toujours revenir sélectionner les pièces en question. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer, si par exemple on se trompe et on insère une pièce en double sur un emplacement déjà existant. Par exemple, je viens ici et j'insère sur le bureau 1, j'insère une autre pièce, donc qui s'appelle pièce 32. Donc le logiciel, il m'avertit avec un message, avertissement qui peut être ignoré. Il me dit que plusieurs pièces se trouvent dans la même zone fermée. La surface et le périmètre correct vont être attribués à une pièce, tandis que les autres s'afficheront pièces superflues. Donc, il convient de séparer les zones, de supprimer les pièces en trop ou de les déplacer vers d'autres zones. Donc là, le logiciel, il m'avertit, mais je peux très bien cliquer sur OK et garder les deux en même temps. Mais c'est erroné. Ça veut dire que j'ai deux pièces qui vont désigner le même espace. Ce n'est pas correct. Donc là, c'est la deuxième pièce. C'est celle-là. D'ailleurs, remarquez que quand je sélectionne soit la pièce bureau 1, soit la pièce qui s'appelle pièce 32, j'ai un message qui apparaît ici, afficher les avertissements liés. Donc, quand je clique dessus, il va me réafficher l'avertissement que j'ai lu tout à l'heure. Comme ça, je détecte qu'il y a un problème ici. Et même si je clique sur effacer les pièces, le bouton que je peux voir ici, donc il m'a effacé la pièce supplémentaire qui était en bas, qui s'appelait pièce 32, mais regardez le message ici. Donc ça, c'est un message qui va apparaître à chaque fois que je vais essayer de supprimer une pièce dans une vue en plan ou dans une vue modèle. Donc, il me dit qu'une pièce a été supprimée de toutes les vues du modèle, mais reste dans ce projet. La pièce n'a pas été supprimée réellement du modèle. Cette pièce peut être supprimée de toute nomenclature ou replacée dans le modèle à l'aide de la commande pièce. Donc là, déjà, c'est quelque chose de très intéressant qu'on peut voir ici. Par exemple, supposons que j'ai supprimé la pièce qui s'appelle bureau 1. Voilà. Donc là, quand je vais lancer la commande pièce ici, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut choisir le nom et le numéro il s'incrémente automatiquement. Donc, il va toujours chercher le dernier numéro qui a été inséré. Il va l'incrémenter. Mais il y a une façon plus intéressante. C'est par exemple les pièces que je viens de supprimer, à savoir pièce 32 et bureau 1, je peux très bien les retrouver ici. Et voilà. Donc, quand je clique sur Nouvelle, il me propose les pièces que j'avais supprimées. Parce que, comme je dis tout à l'heure, les pièces, elles ne sont pas réellement supprimées. Ils sont juste supprimés de la vue courante, level 1, et d'ailleurs toutes les vues correspondantes à level 1, mais la pièce existe toujours dans le modèle. Donc là, je peux très bien revenir et insérer la pièce qui s'appelle bureau 1. Et donc, je clique ici, et là, je l'ai réinséré. Là, voilà. Donc là, quand je clique sur la liste, je ne retrouve pas, parce que ça, c'est la liste des pièces qui n'ont pas encore été insérées, qui ont été supprimées et qui n'existent pas sur le modèle. Donc là, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Donc, quand je vais annuler la commande, et je vais aller, par exemple, pour tout ce qui est ascenseur, je vais supprimer ces pièces-là. Voilà. Donc là, je viens, je supprime les pièces. Là, il me prévient à chaque fois que j'ai supprimé une pièce. Donc là, quand je reviens sur la commande pièce, encore une fois, dans la liste, j'ai la liste. Au lieu d'avoir que nouvelle, je peux insérer les pièces que je viens de supprimer il y a quelques secondes. Donc, je les retrouve ici. Maintenant, si on veut supprimer définitivement une pièce du modèle, la seule façon pour le faire, et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut très bien comprendre, c'est qu'il faut aller les supprimer à travers la nomenclature, le tableau de nomenclature. Donc, c'est le seul moyen pour faire ça. Donc, je vais aller créer un tableau de nomenclature spécial pour les pièces. Donc, dans la barre essence de projet, je vais dans le groupe on va dire de vues qui s'appelle nomenclature quantité, bouton droit, nouvelle nomenclature quantité. Et donc là, je vais aller chercher les pièces dans la liste des objets que Revit me propose. Là, voilà. Et donc là, automatiquement, il va me nommer une nomenclature de pièces. Je clique sur OK et je vais choisir les paramètres. Donc là, je vais choisir nom et surface. Et je clique sur OK. Et donc là, il m'a sorti un tableau, une liste des pièces. Donc, il m'a sorti les noms. Donc, je peux très bien venir insérer un autre paramètre ici. C'est très, très facile. Donc, je reviens sur les propriétés de la nomenclature. Donc, sur le groupe de paramètres autres, je clique sur champ. Et donc là, par exemple, je vais aller chercher le numéro.
j'ai oublié d'insérer, et je vais juste le monter en haut, juste après le nom. En cliquant sur OK, donc j'ai bureau numéro 1, bureau 2, etc. Par exemple, paramètre numéro, je peux très bien réduire la colonne comme ça. Et je peux faire comme ça, voilà. Donc là, remarquez, j'ai des noms, des numéros de pièces et des surfaces. Donc je vois une liste de surfaces qui est très très longue ici. J'ai certaines pièces, pièce 17, pièce 18, pièce 20 et pièce 32, avec la surface qui disent non placée. Donc c'est exactement les surfaces que j'ai supprimées tout à l'heure. C'est les pièces que j'ai supprimées tout à l'heure. Donc si je, par exemple, j'affiche le tableau et la vue en plan côte à côte, donc je vais juste faire ça tout de suite. Par exemple, comme ça. Voilà. Et donc là, à chaque fois que je sélectionne une ligne sur le tableau, la pièce elle est sélectionnée sur le modèle 3D, sur la vue en plan, pardon. Donc quand je clique sur une pièce, donc la pièce elle est sélectionnée. Donc si je la vois pas parce que je vois pas tout le modèle, voilà. À chaque fois que je clique sur une ligne, la pièce elle est sélectionnée sur le modèle. Quand je clique sur les pièces qui ne sont pas placées, donc rien n'est sélectionné parce que c'est des pièces que j'ai supprimées qui ne sont pas placées encore. Donc, rappelez-vous que si je viens ici, par exemple, et j'insère ces pièces-là en question, par exemple la pièce 17, donc quand je clique sur le bouton pièce, et je vais chercher dans la liste des pièces, au lieu d'avoir nouvelle, je vais choisir la pièce numéro 17, et par exemple, je vais venir l'insérer ici. Donc, au moment de l'insertion, remarquez que interactivement, donc c'est une dynamique, la pièce 17 a maintenant une surface, et n'a pas le texte non placé. Ça veut dire que la pièce a été placée. Et quand je clique ici, donc, la pièce elle est sélectionnée sur la vue en plan. Donc, ça, c'est très intéressant. Maintenant, donc là, je pense que certains d'entre vous ont déjà compris comment on fait pour supprimer une pièce définitivement. Donc, c'est en la supprimant dans le tableau de nomenclature. Donc, si je sélectionne la ligne, et je lui dis supprimer ici, donc c'est dans les paramètres de tableau. Donc, je clique sur n'importe quelle ligne, et je viens ici, par exemple, et je clique sur supprimer. Donc, il me dit que une pièce sélectionnée et les étiquettes en sélection vont être supprimées. Je clique sur OK. Et la pièce a été supprimée définitivement. Maintenant, si je reviens sur la vue en plan et j'essaie d'insérer une nouvelle pièce, donc la pièce 18, elle n'existe plus parce que je l'ai supprimée. Donc, remarquez, il n'y a que le 20 et la pièce 32. Si je reviens sur le tableau, donc la 18, elle n'existe plus. Donc ça, c'est, on va dire, le seul moyen pour supprimer définitivement une pièce de notre projet. Donc, par exemple, là, je peux très bien revenir et supprimer cette pièce-là. Et quelque part, puisqu'on peut supprimer des lignes, et ça, c'est spécialement pour, on va dire, pour les pièces, je peux insérer. Donc, je peux très bien insérer une pièce. Et regardez qu'est-ce qui va se passer si je demande à insérer une ligne de données. Donc, il m'insère une nouvelle pièce ici, avec le nom, le numéro, et bien sûr, par défaut, la surface, elle est non passée parce que je l'ai insérée dans le tableau, mais elle n'a pas encore de correspondance dans la vue level 1 ou dans n'importe quelle vue en plan du projet. Donc là, je peux très bien revenir encore une fois, cliquer sur n'importe quelle ligne, cliquer sur insérer, et il m'insère encore une fois, donc pièce 34, et vous voyez très bien ici. Donc là, si je reviens sur la vue en plan level 1, et je demande encore une fois d'insérer les pièces, donc là, dans la liste des pièces, au lieu d'avoir nouvelle, donc je vais retrouver les pièces que je viens de créer, pièce 33, pièce 34. Si par exemple, je choisis d'insérer cette pièce qui s'appelle pièce 33, et je l'insère par exemple ici, donc elle est insérée, et la pièce 34, la même chose, je peux revenir ici, cliquer et l'insérer. Quand je reviens sur le tableau de nomenclature, donc maintenant, les pièces 33 et 34, elles ont une surface parce qu'elles ont été placées sur une vue modèle. Donc ça, c'est très intéressant pour préparer un gabarit, par exemple. Vous pouvez très bien préparer un gabarit de projet avec même les pièces déjà prédéfinies, les noms, les numéros si vous voulez. Et quand vous avez commencé un projet, donc vous cliquez sur la commande pièce, et ici, vous avez une liste prédéfinie de pièces ou avec le nom et le numéro de pièce bien défini avant même l'insertion. Donc, c'est très intéressant de faire ça et de préparer. Donc, ça, c'est une façon.
je vais vous montrer un autre exemple qui est très intéressant. Ça, c'est un objet, on va dire, qui nous permet de délimiter les pièces. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre les deux vues en côte à côte, donc dans Vue, onglet Vue, et je vais aller dans les fenêtres et je vais lui dire, par exemple, une mosaïque. Donc, il me met les vues côte à côte. Là, je vais très bien revenir et réduire la vue de la nomenclature parce que c'est très petit et augmenter la vue plan d'étage niveau 1, level 1. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer les bureaux 3 et 4. Donc, je viens dans les tableaux bu 3, dans le tableau, je vais sélectionner les deux lignes, bureau 3 et bureau 4, et je vais cliquer sur supprimer. Donc, il me dit que les deux pieds sélectionnés, les étiquettes associées vont être supprimées. Je clique sur OK, et là, j'ai plus d'étiquettes. Maintenant, qu'est-ce que je vais vous montrer? Donc là, par exemple, ça, c'est un mur de séparation entre ces deux bureaux. Supposons que, pour des raisons X, ce mur-là, il s'arrête ici. Et il n'a pas continué jusqu'au bout. Quand je vais commencer à insérer une pièce ici, regardez que la commande mur, la commande pièce ne détecte pas ce mur-là, parce que ce mur-là, il n'est pas attaché à ce mur-là. Donc, ce n'est pas une délimitation pour la pièce. Donc, si j'insère la pièce comme ça, donc il m'insère une pièce sur les deux bureaux en même temps. Et donc là, ça, c'est gênant. Qu'est-ce que je veux faire, par exemple, là? Je vais revenir sur le bureau que j'ai supprimé. Bon, c'est vrai qu'il ne s'en rappelle pas. J'ai supprimé du tableau directement. Je vais juste, par exemple, prendre ici, je vais lui dire bureau, et je vais venir les insérer ici. Donc, quand je clique, donc il m'a inséré une pièce sur les deux bureaux en même temps. Alors, il y a un objet qui est très intéressant sur Revit qui me permet de délimiter les pièces. Donc, si j'ai envie de créer, on va dire, une délimitation, je peux dire virtuelle ou une délimitation juste pour cette pièce-là, au niveau de cet élément-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, là, j'ai un objet qui s'appelle séparateur de pièces, qui me permet de tracer une ligne pour séparer deux pièces en même temps. Donc là, je vais insérer une ligne comme ça. Là même, attendez, je vais juste insérer une ligne à partir du bout du mur jusqu'au mur ici. Voilà. Donc là, quand je sélectionne cette pièce-là, remarquez que la pièce maintenant, elle se limite à cette bordure-là que j'ai insérée tout à l'heure. Et donc là, c'est très simple. Je vais juste revenir sur le numéro et je vais mettre par exemple le numéro 3 pour revenir sur le bureau 3. Voilà. Et encore une fois, je vais revenir insérer une autre pièce que je vais appeler bureau, que je vais insérer par exemple ici, comme ça. Automatiquement, il va numéroter en bureau 4. Voilà. Et donc là, c'est une séparation que j'ai créée. On va dire, quand je sélectionne l'objet, ça s'appelle séparation de pièces. Ce n'est pas une ligne, ce n'est pas une ligne de dessin. C'est une séparation, on va dire, virtuelle entre deux pièces. Réellement, dans la construction, cet objet n'existe pas, parce que ça, c'est un passage entre deux bureaux. Mais par exemple, je veux que dans mon tableau de surface ou dans mon plan de surface, je veux que les deux bureaux soient séparés, les deux surfaces soient séparées. Donc, c'est possible en faisant de cette façon-là. Donc, quand je crée une pièce qui va faire les deux bureaux en même temps, donc je vais sur l'onglet architecture, groupe de commandes pièces et surface, et j'ai l'objet qui s'appelle séparateur de pièces. Et donc, il me donne la main pour dessiner une ligne. Donc, je peux avoir une arc, une ligne, un rectangle. Je peux choisir des lignes carrément. Et j'ajoute cette séparation-là pour compléter la séparation, on va dire, entre les deux espaces, entre les deux pièces. Et automatiquement, la pièce existante va se limiter à l'un des deux espaces. Et après, je peux insérer une autre pièce dans l'autre côté. Donc, de cette façon-là, j'ai deux pièces qui sont délimitées comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est, on va dire, un moyen pour insérer, pour séparer entre deux pièces ou pour insérer une séparation de pièces. Donc, c'est très intéressant. On peut même utiliser, par exemple, cet exemple-là pour cette grande pièce ici, par exemple. J'ai envie que cet espace-là ne soit pas un espace. On veut dire là, je vais mettre dans le nom, je vais mettre circulation, par exemple. Et j'ai besoin d'avoir une séparation ici et ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est simple, séparateur des pièces, encore une fois. Et je viens tracer une ligne pour délimiter ici. Et encore une fois, pour venir délimiter ici. Voilà. Donc là, quand je termine la commande, je reviens sur la pièce de tout à l'heure, je la sélectionne, je vois que cet espace-là, il a été exclu, par exemple. Et là,
je peux très bien venir, par exemple, insérer une nouvelle pièce que, par exemple, je vais appeler ascenseur, ASC tout court. Et je vais venir insérer ici. Donc, c'est une autre pièce qui sert supplémentaire ici. Donc là, c'est un moyen très intéressant pour délimiter les espaces. Maintenant, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est les paramètres, c'est les propriétés de l'objet pièce en question. Donc, quand je sélectionne une pièce, par exemple, comme celle-là, je peux voir dans les paramètres, déjà dans les propriétés, déjà, je n'ai pas la main pour modifier le type parce que les pièces, c'est un objet système. Donc, c'est une famille système. On ne peut pas dupliquer, changer des paramètres. Il n'y a pas de paramètres de type dans les pièces. On peut juste intervenir sur ces paramètres-là. Donc, j'ai un numéro, un nom. Je peux attacher une image à cette pièce-là, par exemple, commentaire, occupation, et là, je peux insérer des éléments très intéressants ici. Je peux insérer des éléments de finition. Donc, finition de base, finition du plafond, finition du mur, finition du sol, et on va dire l'occupation, l'occupant en question. Donc, je peux très bien insérer des éléments. Donc, c'est une liste déroulante que je peux très bien programmer au préalable. Mais il faut savoir que il y a des gens qui croyaient que Revit, grâce à l'objet pièce, il va détecter les murs avec lesquels elles sont connectées. Donc, une pièce, par exemple, qui est entourée de 4 murs comme celui-là, il va détecter le revêtement mural sur ces murs-là et elle va automatiquement le remplir ici. Malheureusement, Revit ne peut pas, l'objet pièce n'a pas encore cette intelligence-là, mais c'est encore développant. Je pense que l'équipe Revit chez Autodesk travaille sur cet élément-là parce que je sais que d'autres solutions permettent de le faire. Ils sont en train de travailler sur cette partie-là et ça va venir. Ce n'est pas quelque chose qui est disponible pour le moment. Donc, je peux très bien venir ici saisir des informations. Donc, finition de base, par exemple, parquet, finition de plafond, peinture plafond, finition du mur, peinture intérieure. Donc, je peux très bien venir saisir des informations ici et je peux bien sûr faire ça pour plusieurs pièces en même temps. Donc, je peux par exemple venir sélectionner 4 bureaux en même temps. Et quand je remplis l'information ici, ça va se remplir sur les 4 en même temps. Donc, c'est des informations qu'il faut saisir, mais qui me permettent de faciliter, qui vont faciliter largement le travail quand je vais commencer à extraire les informations. Rappelez-vous que tout à l'heure, quand j'ai choisi les colonnes, donc je pouvais très bien venir insérer d'autres colonnes, notamment les colonnes finition, les voilà. Donc, je peux très bien, après, venir et extraire ces informations-là. Bien sûr, j'ai parlé des surfaces. On peut très bien extraire le volume, le périmètre. Donc, il y a aussi la hauteur que je peux extraire. Donc, il suffit que j'extrais le périmètre et la hauteur et je peux ajouter un champ calculé qui va me faire le produit de la multiplication du périmètre par la hauteur pour voir la surface murale, par exemple. Donc, ça, c'est très intéressant pour avoir les surfaces du revêtement mural. Donc, là, c'est les paramètres, on va dire, c'est les propriétés de l'objet pièce en question. Bien sûr, les numéros et les noms, ils ne sont pas figés, je peux toujours revenir et les changer. Je peux par exemple revenir ici et changer le numéro. Par contre, si je mets le numéro 1 qui est un numéro identique, dupliqué, il me prévient, il me dit avertissement, les éléments ont des valeurs numéros dupliqués. Donc là, elle m'a averti qu'il y a un problème de numéro. Donc là, je reviens par exemple ici, je change le numéro en 2 au lieu de 1. Donc là, c'est des éléments qui sont très intéressants qu'on peut toujours revenir paramétrer et changer au préalable. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui est figé. Maintenant, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est le réglage de l'affichage de ces éléments-là. Donc, bien sûr, c'est un objet architectural qu'on peut retrouver dans le panneau de fenêtre visibilité et graphisme. Donc, si je tape VG sur le clavier, raccourci VG, ou si je vais dans, par exemple, dans Gérer, dans Vue, visibilité et graphisme. Donc, je retrouve ici. Et entre parenthèses, VG, c'est le raccourci clavier. Donc, ici, dans catégorie de modèle, je vais chercher dans la liste, je recherche les pièces. Les voilà. Donc, si vous ne retrouvez pas la liste, les pièces ici, il faudra juste s'assurer que le filtre architecture il est coché. Parce que si je n'ai pas d'architecture ici, on va remarquer que les pièces ne sont pas disponibles.
Attendez, j'ai juste changé. Voilà. Normalement, ils sont disponibles parce que c'est un objet multidiscipline. C'est pour ça qu'on retrouve dans plusieurs. Mais si jamais vous ne retrouvez pas la liste, c'est que forcément, vous avez des filtres d'affichage d'objets qui sont appliqués. Donc, par exemple, je reviens ici dans la liste, je retrouve l'objet pièce, et je peux le dérouler. Regardez qu'il y a juste motif couleur qui est coché et le remplissage intérieur référence ne sont pas cochés. Donc, je peux cocher ces deux éléments de pièce. Quand je clique sur appliquer OK, donc là, je retrouve on va dire, le remplissage intérieur que je voyais tout à l'heure lorsque je lance la commande. Donc, je retrouve ici. Encore, et aussi, je retrouve le symbole d'insertion en forme de croix que je voyais tout à l'heure. Et ça me peut faciliter la chose parce que si, par exemple, bon, je vais juste revenir sur l'affichage de la pièce et je vais, par exemple, venir ici dans pièce, désactiver le remplissage intérieur et la référence. Supposons que, par exemple, par erreur ou par inadvertance, ou par exemple, lors de l'insertion, j'ai oublié de cocher l'option insérer étiquette. Donc là, par exemple, à première vue, je vois qu'ici, il n'y a pas de pièce, alors que la pièce, elle est là, mais il n'y a juste pas d'étiquette. Donc, quand je survole cet espace-là, donc je vois le symbole de la pièce qui apparaît. Je clique, je sélectionne la pièce, en effet, elle est là, avec le bon numéro et le bon nom, mais il n'y a pas d'étiquette. Donc là, il faudra juste insérer une étiquette pour retrouver cette pièce-là, pour la voir, pour l'afficher, pour afficher l'étiquette. Donc, je peux faire ça. Et si, par exemple, j'ai juste envie de... Bon, supposons que j'ai pour ces trois bureaux-là, j'ai supprimé les étiquettes. Donc là, les pièces, elles sont tous là. Elles sont toutes là, les pièces, mais je ne les vois pas, je ne vois pas d'étiquette. Donc déjà, d'une chose, si je reviens sur visibilité et graphisme et que j'affiche ces éléments-là qui font partie de la pièce, donc je les vois. Donc je vois en effet qu'il y a des pièces ici avec la croix symbole d'insertion, mais il n'y a pas d'étiquette. Donc pour revenir sur pour insérer les étiquettes, c'est très simple, c'est juste la commande annotation. Donc là, je vais dans annoter et je vais aller dans, par exemple, étiquette par catégorie. Donc là, quand je vais aller, par exemple, sélectionner cet objet-là, donc c'est vrai que ce n'est pas évident de sélectionner une pièce. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir sur l'affichage de tout à l'heure. Voilà, comme ça. Et là, je vais aller étiqueter par catégorie. Bon, c'est vrai que là, il y a une commande plus adaptée aux pièces qui s'appelle étiquette de pièces. Donc, quand je passe par cette commande-là, donc remarquez que quand je survole chaque bureau, donc l'étiquette, elle change de propriété. Donc là, je vois bureau 1, là, c'est bureau 2, bureau 3 et bureau 4. Donc, automatiquement, quand l'étiquette elle est à l'intérieur de la pièce, elle détecte les paramètres de la pièce et elle m'affiche les informations relatives à cette pièce-là. Quand je sors et je vais dans l'autre pièce, elle détecte l'information sur la deuxième pièce. Donc là, quand je vais insérer, par exemple, j'insère celle-là ici, la troisième là, et la dernière, par exemple, ici. Voilà. Et donc là, la commande a été terminée. Donc là, je vais juste rechanger l'affichage pour revenir à ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc, les plafonds, pardon, remplissage intérieur et les références. Voilà. Très bien. Donc là, je retrouve les étiquettes. Donc, l'étiquette, c'est un objet à part qui va venir s'attacher à l'objet pièce pour afficher des informations. Bien sûr, ça, c'est modifiable. Donc, je peux, au lieu d'afficher bureau et numéro, par exemple, je peux afficher le nom, le numéro et, par exemple, finition du sol. Donc, je peux afficher n'importe quelle information relative à l'objet pièce. Par exemple, limite supérieure, je peux afficher la surface si je souhaite, périmètre. Remarquez que, par exemple, là, pour ces pièces-là, quand je sélectionne la pièce, je demande d'avoir le volume. Donc, le volume, c'est marqué non calculé. Donc, quand je sélectionne n'importe quelle pièce ici, volume non calculé. Celle-là aussi, volume non calculé. Malgré le fait que j'ai spécifié une hauteur, donc limite deuxième étage, il me dit que voilà, d'ailleurs, même la hauteur, elle est spécifiée ici, 3657. Il me dit que le volume, il est non calculé. Pourquoi? Parce que l'objet, on va dire, pièce dans les paramètres de Revit a été
programmé sur juste calcul des surfaces. Donc là, pour régler ça, il faut aller dans l'onglet architecture, groupe de commandes pièces et surfaces. Et là, il faut dérouler en bas, donc cliquer sur pièces et surfaces avec la flèche en bas. Je déroule, donc j'ai deux options supplémentaires, choix de couleur et calcul des surfaces et des volumes. Quand je clique sur calcul des surfaces et des volumes, il y a une fenêtre spéciale pour les calculs des surfaces et volumes. Donc là, regardez que les volumes sont calculés sur les faces finies. Donc surface uniquement, plus rapide, ou là, surface et volume. Alors là, le logiciel a été réglé par défaut sur surface uniquement parce que le calcul de surface, il est plus rapide, il est facile et ça allège le modèle quelque part, on va dire. Si je choisis surface et volume, donc le calcul du volume va peut-être, pour certains modèles, ça dépend de la complexité du projet, de la taille du projet en question, ça peut alourdir le modèle. C'est pour ça que par défaut, c'est réglé sur surface uniquement, mais si vous avez besoin du volume aussi, il faut juste revenir ici et cocher surface et volume. Et je clique sur OK. Donc maintenant, si je reviens, je sélectionne une pièce, le volume, il est calculé. Donc sur n'importe quelle pièce, je sélectionne ici, le volume, maintenant, il est calculé. Voilà. Voilà, et donc là, vous remarquez que le volume il a été calculé. Et donc, c'est un paramètre qu'il faut changer. Donc, si je reviens, par exemple, dans le même paramètre, choix, calcul des surfaces et des volumes, je choisis la première, surface uniquement, je clique sur OK. Et là, quand je resélectionne une pièce, le volume il est toujours non calculé. Donc, ça dépend de votre projet. Si vous n'avez pas besoin de volume, bon, je sais que généralement, quand on utilise cet objet-là, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de volume. Les gens qui auront besoin de volume, c'est les ingénieurs CVC. Et dans ce cas-là, pour parler de volume de pièces, je préfère utiliser les zones. C'est un autre objet, spécialité pour le CVC. Donc, on va dire c'est le même objet, mais avec des paramètres supplémentaires. On verra par la suite, on verra après. Donc, maintenant que j'ai déjà inséré les pièces avec les étiquettes et les noms qui vont avec et même les numéros. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir un plan de surface avec une légende ici et on va dire un schéma de couleur, si je puisse l'appeler comme ça. Un schéma de couleur pour distinguer, par exemple, entre les différentes pièces, soit par fonction, par le nom en question, soit par la surface, soit par le numéro. Donc, il faut savoir que ça, c'est possible sur Revit. Je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà vu quelque part sur des projets ce qu'on appelle les plans de surface. Donc, c'est des plans avec pratiquement le même type on va dire, de repérage, mais avec des couleurs différentes, peut-être avec des paramètres différents et avec une légende à côté. Je sais que beaucoup d'entre vous ont fait ça manuellement sur certains logiciels 2D, comme par exemple AutoCAD. Certains peuvent le faire sur d'autres logiciels non Autodesk, mais bien sûr, il faut savoir que Revit permet de faire ça aussi. Déjà, la première des choses il faudra définir ce qu'on appelle un schéma de couleur. Donc, les schémas de couleur peuvent être paramétrés dans la fenêtre de la vue en cours, plan d'étage. Donc, il suffit de ne rien sélectionner sur la vue en plan en cours. Je vais dans les propriétés de cette vue-là et j'ai la propriété qui s'appelle choix de couleur. Donc, au lieu de cliquer sur aucun, donc je clique, il me propose modification des choix de couleur. Donc là, je travaille avec des espaces. Donc, remarque que j'ai des espaces, des pièces et des zones, ce qu'on appelle les zones HVAC. Donc, HVAC, c'est CVC en anglais. Donc, Heating, Ventilation, Air Conditioning. Donc, c'est chauffage, ventilation, climatisation. Donc, nous, on travaille avec les pièces sur ce modèle-là. Donc, on va travailler avec pièces. Donc, j'ai soit aucune, j'ai, on va dire, un schéma par défaut qui existe qui s'appelle pièce 1. Donc, je peux très bien venir ici et créer un autre. Donc, je peux renommer l'ancien comme je peux très bien créer un autre. Donc là, si je viens ici et je change, donc là, pour analyser un peu cette fenêtre-là, donc j'ai déjà un nom qui va intervenir sur la légende. Donc, gardez en tête ce nom-là, on va le voir par la suite. On va voir où est-ce que ça va intervenir. Et là, le nom, la couleur, soit c'est par finition de base, par nom, par numéro, par occupant, par occupation, par périmètre, service et surface. Donc, j'ai plusieurs. Donc, déjà là, rien que choisir par nom, donc j'ai des valeurs ici. Remarquez, rappelez-vous que j'ai dans les différents types de noms ces pièces-là. Automatiquement, le logiciel a généré on va dire, des choix de couleurs par nom.
Si je lui demande de choisir par numéro, donc il me prévient que les couleurs ne sont pas préservées lors de la modification du paramètre coloré. Et donc là, il m'a automatiquement propose une liste allant du numéro 1 jusqu'au numéro 34. Et donc, chacun a sa propre couleur. Bon, ce n'est pas très intéressant ici. Je peux, par exemple, avoir par surface. Et donc là, j'ai des valeurs exactes de surface. Si, par exemple, au lieu d'avoir des valeurs, je peux avoir des plages. Donc là, il me fait du 0 à 20 mètres carrés et 20 mètres carrés et plus. Donc, ce que je peux faire, je peux venir cliquer ici, par exemple, et cliquer sur Ajouter. Donc, il m'ajoute des paliers. Donc, 0, 10, 10, 20. Je peux aller plus en détail, 0, 5, 5, 10, 10, 20. Donc, je peux venir ici et ajouter entre 10 mètres et 15 mètres. Donc là, c'est un incrément de 5. Je peux revenir dans le premier et commencer à incrémenter à la moitié du 5, donc ça veut dire 2,5. Donc, à chaque fois, il me divise la limite supérieure en deux. Il m'ajoute deux nouveaux plages. Donc, 0 à 2,5 mètres carrés, c'est cette couleur-là. Donc là, j'ai même la légende. Donc, automatiquement, il m'insère, on va dire, des noms de chaque plage. Donc, il ne va pas me mettre 0, 2,5 mètres carrés, il me met moins que 3 mètres carrés. Bien sûr, je peux changer. Donc, ça, c'est un texte que je peux changer, mais il me propose déjà quelque chose. Donc, entre 2,5 mètres et 5 mètres carrés, donc il me propose un palier 3 à 5. Donc, 5 à 10, c'est 5 à 10. Donc, ça, je peux très bien venir choisir ça en tant que légende, en tant que choix de couleur dans ma vue en plan. Bien sûr, les couleurs, il me propose des couleurs, mais je peux très bien venir les changer. Par exemple, je vais avoir le rouge ici, je garde ce bleu-là, je prends par exemple ici le gris. Donc celui-là, par exemple, je prends le jaune. Là, je prends le vert, par exemple. Et par exemple, là, je prends le cyan. Donc là, j'ai des choix de couleurs que je choisis moi, mais c'est vrai que le rouge, c'est un peu trop fort à l'œil. Je peux très bien l'alléger comme ça. Et celui-là, je peux l'enfoncer un peu. Voilà, que ce soit comme ça. Donc là, j'ai des choix de couleurs par surface. Bien sûr, je peux créer plusieurs. Donc, j'ai édité l'existant, mais je peux très bien venir ici, cliquer sur dupliquer et travailler sur un autre. Je vais par exemple appeler choix par nom. Et donc là, je le renomme et je lui dis choix par surface, par exemple. Et donc celui-là, choix par nom, je reviens et je change le paramètre. Je lui dis cette fois, c'est un nom, ce n'est pas une surface. Et bien sûr, il me propose automatiquement chaque valeur correspond à des couleurs. Donc là, je peux choisir n'importe lequel. En cliquant sur appliquer et OK, il m'applique un choix de couleur, choix par surface. Là maintenant, pour compléter ce modèle-là, je sais que le magenta est un peu tape à l'œil, donc je peux très bien revenir dans cette liste-là et choisir cette fois le choix par nom. Donc il m'applique un schéma, on va dire, de couleur par nom de pièce. Maintenant, le dernier élément qui manque à ce plan-là pour que ce soit un plan complet, un plan de surface, c'est une légende que je vais insérer à côté. Donc la légende, c'est très simple, c'est dans l'onglet annotation, dans annoter. L'avant-dernier groupe de commandes qui s'appelle motif couleur, et j'ai ici légende de motif couleur. Donc je peux venir ici, insérer une légende. Voilà. Donc là, remarquez, c'est pas comme ce qu'on avait sur AutoCAD, une hachure et un texte, une hachure et un texte. Ici, c'est un texte en titre et c'est fait de façon manuelle et après, il faut revenir à chaque fois changer manuellement. C'est quelque chose qui est lié à ce qu'on a inséré ici en tant que pièce. Et c'est un élément qui est dynamique, donc je peux très bien venir changer la largeur de cette légende-là. Donc là, regardez que même il revient en ligne pour certains éléments. Et là, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut retenir en tête le nom. Donc on le retrouve ici. Donc tout à l'heure, je parlais de... Donc ce nom-là, ce n'est pas quelque chose que je peux venir double-cliquer et changer ici. Donc il faut juste venir dans le choix de couleur et il faut juste changer ce titre-là. Je vais dire, par exemple, légende par nom. Voilà. Et pour les surfaces, je vais dire, par exemple, légende par surface. Et donc là, que je choisis celui-là ou celui-là, cliquez OK. Et là, le nom, il change. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que
ça reste toujours interactif, donc c'est pas figé. Donc si je reviens, je décide que les ascenseurs, je veux les voir en marron, comme ça. Donc la couleur, elle change dans la légende et bien sûr, elle change aussi dans l'avion en blanc. Et à chaque fois que je reviens et je change même le choix, le schéma, je veux plutôt que ce soit par surface, je clique sur appliquer et OK. Et là, je vois que c'est par surface. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant pour personnaliser. Par exemple, je veux juste, par exemple, pour ces pièces-là, c'est vrai que ces surfaces-là, elles sont plus proches que la surface totale. Donc, ce que je veux, là, sur la grande surface, on va dire de circulation, je vais juste revenir et détailler un peu ici. Je vais ajouter 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, et 40, 45, et 45 et plus. Quand j'applique maintenant, ça reste toujours la même chose parce que ces éléments-là ils ont toujours une surface très importante. Ouais. Donc là, c'est préférable. On va dire, c'est pas préférable, mais c'est plus intéressant pour cet exemple-là de le voir par nom. Voilà. Donc, c'est exactement ça, on va dire, l'objet pièce en général. Alors, je vous inviterai très bien à aller tester ces objets-là, à aller faire des exemples. Et je sais que certains d'entre vous ont déjà testé cet exemple-là, ont déjà utilisé, ont déjà travaillé avec les pièces. Et je pense que vous pourrez très bien avoir des questions. Ceci conclut, on va dire, la session du webinaire. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la partie Q&R, questions et réponses. Donc, il y a une personne qui a posé la question, est-ce que ce webinaire traite du BIM? La réponse est oui, parce qu'on travaille comme ça, parce que déjà, le fait de parler de Revit, c'est un projet BIM. Rappelez-vous que je travaille sur l'avion en plan level 1, mais si je vous montre le projet en 3D, c'est autre chose. Donc là, c'est le projet en 3D, donc c'est un projet avec plusieurs intervenants en même temps. Et bien sûr, ça reste, on va dire, ça reste dans le cadre du BIM, du concept du BIM. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'arrivez pas à les poser sur la partie QR, vous pouvez très bien les poser sur le chat. Des questions? Quelque chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Bon, ça ne fait pas partie 100% de ce webinaire, parce que ça traite, parce que quand on veut, par exemple, afficher la surface ici, au lieu d'afficher le numéro et le nom, on a envie d'afficher la surface, afficher d'autres propriétés de la pièce. Donc, ça c'est une intervention qu'il faut faire au niveau de l'étiquette et pas au niveau de la pièce. Donc, il faudra juste changer la famille étiquette qui s'appelle room tag, c'est l'étiquette de pièce. Il faudra aller dans modifier la famille et revenir à l'intérieur, changer les informations qui sont affichées. Donc, au lieu d'avoir le room name, le nom de la chambre, le nom de la pièce, pardon. Donc, je vais choisir par exemple afficher la surface quelque part à côté ici. Donc, c'est des libellés qu'il faut modifier. Donc, ça fait partie de modification de famille. On verra ça dans un webinaire prochain. Normalement, on projette de traiter les étiquettes dans un autre webinaire aussi. Alors, il y a une question. Ah, d'accord. Donc, je pense que vous êtes un peu en retard. N'ayez pas peur. Ce webinaire, il est enregistré et ça va être publié aussi sur la chaîne YouTube de IDA Technologies. Et on pourra même partager avec vous le lien sur la page Facebook de IDA Technologies. D'ailleurs, je vous invite à adhérer cette chaîne YouTube de IDA Technologies et aussi d'ajouter la page officielle Facebook qui s'appelle IT Technologies. On y poste souvent, moi et mes collègues, déjà les webinaires ici, des éléments très intéressants. Et aussi, on poste, on va dire, chaque semaine, on poste des trucs, astuces, des vidéos qui peuvent très bien vous intéresser sur des logiciels, notamment sur Revit
Bon, là, pour le moment, on se concentre un peu sur Revit parce que c'est un logiciel que les gens ne connaissent pas beaucoup et qui est très intéressant. Mais bien sûr, on va aussi commencer à poster des vidéos, des trucs et astuces sur d'autres logiciels. Voilà, je vous remercie. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vous inviterai aussi par la suite, pour les prochains webinaires, d'inviter vos collègues, des amis à vous que vous connaissez, à droite et à gauche, donc afin de voir ça en détail. Parce que je sais que pour d'autres, la réussite des webinaires dépend du nombre de personnes qui participent, qui assistent. Donc, c'est pour ça que nous, on essaie d'inviter le maximum de personnes possible. Mais bien sûr, si vous avez d'autres personnes à côté, vous pouvez très bien les inviter en partageant avec eux l'invitation que vous recevez. Enfin, spécialement le lien, on va dire, que vous recevez juste avant le webinaire. Voilà. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? En dehors des heures de rendez-vous. Bon, je sais que les webinaires ils sont programmés dans chaque mois. Par exemple, on prévoit bien de. Oui, oui, avec plaisir. Bon, moi, j'habite au Maroc. Je suis ingénieur en application au Maroc, mais on peut très bien convenir d'une réunion à distance pour discuter des différentes options, différents problèmes qu'on a. Bien sûr, avec plaisir. Alors, bon, il y a quelqu'un qui a eu. Donc, Ibrahima Fofana, vous avez levé la main. Vous pouvez poser la question sur la partie QR. Oui, bien sûr. Mes coordonnées sont disponibles sur le site web de ID8 aussi. Donc, si vous pouvez, si vous voulez me contacter par la suite, avec plaisir, pas de problème. Alors, d'autres questions? Donc, si vous voulez poser des questions, vous allez dans la partie QR, questions-réponses, et vous posez votre question. Et j'y répondrai directement. Bien sûr, bien sûr. Il y a d'autres séances sur Revit qui sont programmées. On n'a pas encore de date de date prévue, mais il y aura sûrement des séances. On prévoit de voir des séances, une séance par mois. Si je ne me trompe pas, je pense que mon collègue Jonathan pourra me corriger, mais je pense que ça va être une séance chaque mois sur Revit, bien sûr. Comme je dit tout à l'heure, on se concentre d'abord sur Revit parce que c'est un logiciel vaste, je vais dire. C'est une solution vaste qui intéresse plusieurs disciplines. Donc, on ne va pas seulement s'intéresser à l'architecture et à la structure, mais si on va voir la plomberie, le CVC, tout ce qui est génie énergétique aussi. Donc, on va s'intéresser à plusieurs disciplines en même temps. Et on n'a pas encore de date prévue, mais c'est fort probable que ce soit prévu le prochain mois aussi. Voilà. Alors, les différences entre Revit 2016 et la version actuelle qui est 2018, bien sûr, il y en a plusieurs, disciplines, plusieurs différences. Par rapport à 2016, déjà, si je me rappelle bien, l'assemblage charpente métallique n'existait pas encore à 100% sur cette version-là. Les commandes d'escalier multi-étages n'existaient pas encore. Il y a plusieurs changements par rapport à la version 2016 de Revit. Pour savoir ces changements-là, je vous conseille d'aller sur Google tout court. Hein. Vous tapez nouveauté Revit 2017 et vous tapez nouveauté Revit 2018. Et vous avez la différence exacte par rapport à 2016. Et vous avez tout ce qui a été ajouté, tout ce qui a été changé sur ces deux nouvelles versions. Parce que chaque année, une version sort avec des nouveautés, des changements et ça peut très bien vous intéresser par rapport
à ce que vous faites déjà sur Revit sur la version actuelle. Oui. Alors, pour vous procurer la version la plus récente, je vous conseille de rentrer en contact avec mes collègues les responsables commerciaux. Bon, je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui est présent ici, qui s'appelle Gilbert. De toute façon, vous avez les contacts de nos responsables commerciaux, responsables de chaque région, sur le site web de ID8. Vous pouvez même me contacter moi-même sur mon propre adresse email. Contacter mon collègue. Vous pouvez même faire la demande sur le site officiel de ID8 dans la partie demande de devis, par exemple. Et mes collègues peuvent très bien rentrer en contact avec vous, vous appeler par téléphone et voir avec vous c'est quoi votre situation exacte. Parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Mais bien sûr, vous pouvez très bien avoir la version la plus récente. Alors, d'autres questions? Oui, oui, vous avez entièrement raison. Alors, la question qui a été posée, est-ce que les formations sur Revit sont le début de la formation sur BIM? Oui. Alors, on ne peut pas faire du BIM sans connaître Revit. Bon, je parle d'Autodesk. Et l'autre, tu as parlé d'Autodesk, mais je sais que tout le monde connaît que c'est que Revit, c'est le logiciel, on va dire, central, on va dire, incontournable pour travailler sur le BIM. Même d'autres éditeurs de logiciels à part Autodesk travaillent sur la collaboration avec Revit. Donc, oui, si on veut travailler sur BIM, il faut d'abord passer par une formation sur Revit, connaître les outils, parce que Revit, c'est un logiciel à part, c'est une solution. Et à l'intérieur de Revit, il y a on va dire, des outils et des éléments qui nous permettent de travailler sur BIM. Par exemple, tout ce qui est travail collaboratif, tout ce qui est partage. Si je montre par exemple ici sur Revit, donc il y a un onglet spécial qui s'appelle Collaborer pour le travail en équipe. Donc ça, c'est vraiment spécial pour le BIM. Donc oui, la formation sur Revit, c'est le début de la formation sur BIM. Alors, combien de logiciels entrent en ligne de compte dans la formation sur BIM? On ne vous demande pas d'aller vous former sur tous les logiciels en même temps parce que si par exemple je vous dis Revit, Navisworks, Robot, 3ds Max pour tout ce qui est rendu architectural, Advanced pour tout ce qui est assemblage chapon métallique, on ne va pas vous dire d'aller vous former sur tous les logiciels en même temps. Il faut d'abord connaître l'outil de base, l'outil, on va dire, général. L'ingénierie en BIM, c'est Revit. Et après avoir pratiqué avec Revit, vous allez commencer à vous spécialiser dans d'autres logiciels destinés à ces métiers-là. Mais je dirais, en total, hein, c'est 4, 5, 6 logiciels. Ça dépend des solutions avec lesquelles vous êtes à l'aise. Parce que Revit n'est pas suffisant pour travailler à 100% sur BIM. Donc, il y a certaines solutions plus spécialisées que Revit dans certaines disciplines, dans certaines, on va dire, spécialités. Et là, c'est des logiciels qui vont compléter Revit pour ces disciplines-là. Voilà. D'autres questions? Donc, je rappelle pour poser les questions. Donc, vous allez dans la. Donc, vous avez la liste. Donc, vous avez sondage, QR. Et vous allez sur QR, questions-réponses, et vous posez vos questions. Et moi, je vais répondre en direct. Et ça va répondre aussi aux questions d'autres personnes si jamais vous avez la même question. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, la première question qui a été posée, serait-il possible de resserrer les formations parce que je trouve que c'est trop séparé. On va essayer de proposer un planning. Bon, c'est en discussion en interne. C'est vrai que d'une part, c'est dû quelque part à mes disponibilités.
Bon, je suis souvent en déplacement à travers, entre les différents pays de l'Afrique francophone. Je suis basé au Maroc, mais je passe beaucoup de temps en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc, je me déplace selon des événements. Et c'est pour ça que des fois, c'est ce qui fait que ces webinaires sont un peu espacés. Mais on va essayer de nous fixer un planning à l'avance et de voir une fréquence régulière, avec on va dire avec un espacement de presque un mois entre chaque webinaire. On va essayer, on va travailler dessus. Merci. Alors, une autre question qui a été posée, est-ce qu'il existe des méthodes automatiques ou semi-automatiques sur Revit qui facilitent le passage d'un dessin 2D en un modèle 3D? Alors, je dirais oui et non, parce que le dessin 2D, si par exemple on prend une vue en plan, bon là, c'est quelque chose que j'aimerais vous montrer rapidement. Ça ne fait pas partie à 100% de ce qu'on est en train de voir, mais ça peut faire l'objet. Donc, je vais nous commencer un nouveau projet avec un gabarit architectural, par exemple, et là, je vais importer un dessin 2D. L'ISCAO. Je vais chercher un dessin que j'ai sur le bureau. Alors, je ne l'ai pas ici. Bon, il faut juste savoir qu'on peut importer un dessin CAO sur lequel on peut commencer à modéliser. Je peux très bien, par exemple, lancer la commande mur et là, je choisis choisir les lignes. Et donc là, je clique juste sur la ligne qui représente une ligne de mur sur la vue en plan, sur le plan DWG, et ça me génère un mur 3D. Mais c'est un travail, on va dire, semi-automatique quelque part, parce que là, il faut saisir les hauteurs, les contraintes supérieures, la composition des murs. On ne peut pas choisir les couches manuellement sur la vue en plan. Et c'est un travail qu'il faut faire, on va dire, bon, je ne sais pas si on peut dire ça, si on peut qualifier ça comme semi-automatique, mais c'est, on va dire, le maximum possible. Il n'y a pas vraiment d'outil à 100% qui permet de convertir un plan 2D en un modèle 3D. Parce qu'il faut comprendre que l'implant 2D, il manque beaucoup d'informations dedans. La hauteur, les éléments en élévation, on ne peut pas les voir sur une vue en plan. Il faut combiner les élévations et les coupes. Et là, il s'agit d'éléments de dessin de ligne. Donc, c'est des éléments de dessin 2D. Ce n'est pas vraiment des éléments 3D intelligents. Et je pense qu'il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'outils qui permettent de faire ça. Vraiment, de combiner le 2D pour avoir le 3D. Voilà. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, la formation, le webinaire qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça va être diffusé sur YouTube, je pense, les 2 ou 3 prochains jours. Et vous recevrez, je pense, un lien, un email pour vous dire que la vidéo est disponible. Mais je vous invite dès maintenant à aller vous abonner sur la chaîne officielle de IDA Technologies, parce que c'est là où ça va être posté. Et vous pouvez même déjà retrouver l'ancien webinaire et l'ancien webinaire sur Inventeur de mon collègue. Je pense qu'il l'a fait sur HSM, pardon, sur Fusion. Et vous allez voir plusieurs, et c'est là où tous les webinaires vont être postés dans le futur. Donc, soit c'est la chaîne YouTube qui s'appelle IDEAT Technologies, soit la page officielle sur Facebook aussi qui s'appelle IDEAT Technologies. Donc, soit YouTube, soit Facebook. Voilà. Mais je pense que vous recevrez un mail qui vous notifierait que la vidéo a été mise en ligne. D'autres questions? Alors, une question qui est posée, la conversion des solides 3D WG en modèle 3D Revit. Alors, il faut savoir que les solides 3D sur les fichiers WG sur AutoCAD, en l'occurrence, c'est des solides qui ont été faits, c'est des formes géométriques basiques. Comme par exemple, je dessine un volume 3D sur AutoCAD pour désigner un mur. Réellement, AutoCAD, c'est quoi cet élément pour lui? C'est juste un parallélépipède en 3D qui a été extrudé en 3D avec des faces, des surfaces par face, un volume, une hauteur, la surface, par exemple, la surface coupée, selon le plan de coupe, et c'est tout. Donc, AutoCAD, il n'arrive pas à comprendre que ça, c'est un mur. Il ne peut pas, parce que c'est la limite d'AutoCAD. Alors que Revit, on a un objet qui s'appelle mur, en 3D. Donc, il a une représentation 2D quand on le coupe, il a une représentation 2D quand on le projette, qui sont tous les deux réglables. Et là, un volume, une surface que je peux extraire, une longueur, des couches, les matériaux de chaque couche, etc. Donc ça, entre un volume 3D sur AutoCAD et le mur sur Revit,
on ne peut pas faire on peut pas faire de lien. Il n'y a pas d'outil qui nous permettra d'importer des solides 3D depuis un fichier WG vers Revit et les convertir vers un mur. Parce que il peut très bien il peut très bien convertir ce volume 3D depuis AutoCAD vers une dalle, par exemple, vers un poteau. Donc, il ne peut pas reconnaître. Par contre, si on commence à parler d'autres logiciels de conception 3D, en l'occurrence, par exemple, un logiciel concurrent en termes d'architecture qui s'appelle Archicad, donc il y a moyen d'importer les murs d'Archicad vers les murs de Revit à travers l'exportation IFC. IFC, c'est une extension qui a été développée par plusieurs éditeurs de logiciels qui permet d'échanger les données. Et là, avec l'IFC, je peux très bien garantir qu'un mur qui a été fait sur Archicad va correspondre à un mur sur Revit et pas à un autre objet 3D. Voilà. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, ça va être publié sur la chaîne YouTube de ADA Technologies. Et je pense que vous allez recevoir par email le lien de la vidéo qui va être publiée. Et après, vous pouvez la télécharger directement à partir de YouTube. Mais on ne peut pas partager nous-mêmes la vidéo. Je ne sais pas est-ce qu'on pourra faire ça. Mais je vérifierai en interne. Est-ce qu'on pourra la uploader sur un espace de stockage et vous donner le lien pour la télécharger par la suite. Mais elle sera déjà disponible sur YouTube. Et comme ça, vous pourrez la regarder. Alors, j'ai des techniques pour le passage d'un nuage de points acquis par laser indoor à un modèle 3D, par exemple, et en connaissance des murs. Alors, on peut importer des nuages de points sur Revit. Donc, il faudra d'abord passer par des logiciels de traitement de nuages de points. Il y en a plusieurs, mais la solution que Autodesk propose, c'est Recap. Donc, Autodesk Recap qui est disponible et qui permet d'importer des relevés de nuages de points et de les convertir, enfin, on va dire de les superposer entre eux pour avoir un fichier de nuages de points RCP qu'on peut par la suite importer sur Revit. Donc, on peut très bien importer des nuages de points sur Revit. Par contre, des éléments de reconnaissance automatique d'objets de construction, à ma connaissance, il n'y a pas de commande native sur Revit. Vous devez juste vérifier sur l'App Store officiel d'Autodesk, App Exchange Manager. L'App Exchange, c'est la page officielle des applications tierces d'Autodesk. Est-ce que quelqu'un a déjà développé une extension quelque part qui permet de reconnaître ces éléments-là? Mais d'après ma connaissance, je pense que ça n'existe pas. Il faudra faire un travail manuel. Donc, vous allez insérer un mur manuellement avec la commande mur et vous allez vous accrocher au nuage de points. Mais une conversion automatique d'un nuage de points, par exemple, vers des éléments de construction, ça, honnêtement, je dirais que ça n'existe pas. Il faudra juste vérifier sur le App Store. Alors, est-ce que la version récente de Revit permet de rentrer les coordonnées topographiques comme sur AutoCAD? Je pense que vous voulez dire comme sur Covadis ou comme sur Civil 3D, pour tout ce qui est triangulation numérique de terrain, donc le modèle MNT. Oui, on peut importer ce qu'on appelle les fichiers de points. Donc, c'est dans la partie site, volume et site. Et je peux très bien installer une surface topographique à partir d'un fichier de points. Et le logiciel il peut trianguler on va dire le fichier de points pour avoir un modèle numérique de terrain. Mais est-ce qu'on peut intervenir manuellement sur les coordonnées? Ça, je dirais non. Alors, pour les bibliothèques sur Revit, au moment de l'installation, si vous êtes connecté à Internet, normalement, l'installateur va télécharger des bibliothèques supplémentaires. Quand vous installez Revit, d'ailleurs, j'aimerais bien partager avec vous un lien. Il existe un lien qui permet de voir comment on peut, donc, je dirais encore une fois, googlez votre ami sur ce cas-là, parce que quand vous allez sur Google, vous tapez installer bibliothèque supplémentaire Revit, il vous donne un lien sur Autodesk Knowledge Center. C'est là où vous pouvez très bien retrouver les étapes à suivre pour installer d'autres bibliothèques. Parce que le logiciel, par défaut, il va installer une bibliothèque générique. Et quand vous n'avez pas de connexion Internet, il va installer une bibliothèque vide, un dossier sans bibliothèque.
Mais vous pouvez très bien revenir sur l'installation et le modifier et lui demander d'installer bibliothèque supplémentaire. Bien sûr, il faut avoir à côté l'installation, le package d'installation ou le CD ou la clé USB que vous avez utilisé pour installer. Et là, vous pouvez installer des bibliothèques supplémentaires. Mais je vous recommande d'aller vérifier sur Google pour ça. Il y a des étapes à suivre, des éléments à voir pour pouvoir faire ça. Mais c'est possible. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Même avec les nouvelles versions de Revit maintenant, vous avez des éléments plus adaptés au métier. Donc, il faut savoir que chaque année, Autodesk elle enrichit la bibliothèque Revit. Dans les 2 dernières versions maintenant, on a tout ce qui est assemblage métallique, de charpente métallique qui existe maintenant, qui est possible, qui est disponible. Voilà. D'autres questions? Alors, je pense que si vous n'avez pas de questions, on pourra clôturer ce deuxième webinaire qui a porté, je vous rappelle, sur l'objet qui s'appelle pièce dans Revit. Donc, c'est encore une fois sur Revit. Donc, on a vu comment on peut insérer les pièces, c'est quoi les propriétés de la pièce en question, l'étiquette de la pièce, comment on peut changer les propriétés, donc le nom, le numéro, etc. Supprimer une pièce, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut supprimer juste avec le bouton supprimer sur le clavier, il faudra aller sur le tableau de nomenclature de la pièce pour supprimer. Et enfin, on a vu aussi comment on peut avoir, voilà, comment on peut paramétrer un schéma de couleur pour avoir un plan de surface qui ressemble à celui-là, et enfin insérer une légende qui va avec. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie pour le temps que vous avez accordé pour assister à ce webinaire. Bien sûr, la vidéo va être postée dans quelques jours, dans les jours suivants sur YouTube, sur la chaîne officielle de IDEA Technologies. Je vous invite à vous abonner dessus et aussi sur la page officielle de Facebook de IDEA Technologies. Bien sûr, si vous avez des questions par la suite, vous ne les avez pas posées ici, vous pouvez très bien les poser en tant que commentaires sur ces 2 posts-là, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, et on tâchera d'y répondre directement juste en dessous. Voilà. Donc, je vous remercie pour le temps, je vous souhaite une excellente journée et au revoir.